Alors, je vous avais parlé assez rapidement des incoterms au début du cours, puisque on l'a abordé au niveau des systèmes juridiques en montrant qu'il y avait justement des systèmes juridiques différents et que c'était assez dangereux pour une entreprise de ne pas signer un contrat avec des conditions internationales de vente qui permettent vraiment de légiférer sur une même base. Donc, ces conditions internationales de vente sont véritablement indispensables, euh, pas obligatoires certes, mais indispensables. Donc, ces conditions internationales de vente ont été fixées, vous voyez, dès 1936 par la CCI, Chambre de commerce internationale, et c'est donc le cadre juridique qui va simplifier la négociation et bien indiquer les obligations de chacun, c'est-à-dire du vendeur et de l'acheteur. Donc répartir les risques, répartir les frais entre le vendeur et l'acheteur, suivant l'incoterme choisi. Alors ces incoterms ont évolué, on va le voir juste après. Comme je vous le disais, les incoterms ont évolué, et notamment la dernière réforme date de 2010. Et en 2010, ça a permis de supprimer des incoterms, 4 incoterms, pour les remplacer par 3 autres. Alors, le principe pour négocier un contrat va être donc d'utiliser les incoterms et de choisir l'incoterme qui correspond aux habitudes du vendeur ou aux habitudes de l'acheteur et qui correspondent également au mode de transport, puisque on a des incoterms qui vont varier par exemple entre l'avion et le bateau. L'incoterm va également préciser automatiquement le lieu, quel qu'il soit, en fonction de l'incoterm. Et ça c'est important, ça doit être systématiquement notifié dans le contrat. Par contre, les incoterms ne vont pas préciser le prix ou le mode de paiement. Ça n'a strictement rien à voir. On vous demandera ensuite de calculer le prix. Mais on va avoir des incoterms qui vont partir de chez le vendeur avec aucune responsabilité du vendeur sorti usine jusqu'à l'incoterm qui là entraîne toute la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire jusque l'entrepôt ou le magasin de l'acheteur, tout, toutes taxes comprises. Donc entre ces incoterms, on va en avoir un certain nombre qui vont définir des responsabilités différentes et des prix bien évidemment différents. Donc pour reprendre l'intérêt des incoterms, c'est véritablement pour déterminer les obligations de chacun. Obligations de l'acheteur, obligations du vendeur en fonction du contrat défini. Et quelles sont ces obligations? C'est le transfert des frais, c'est-à-dire qui va payer quoi, qui va payer le transport, qui va payer la douane, qui va payer l'assurance, qui va payer le pré-acheminement, qui va payer le post-acheminement, le déchargement, etc. Le transfert de risque, qui va supporter le risque et quel est le risque? Est-ce que c'est un risque je sais pas, de détérioration, de vol, de perte des marchandises et quels sont les documents à fournir. Il est bien évident que l'on a des documents importants à fournir et que l'on ne peut pas envoyer des marchandises sans ces documents. De toute façon, le transporteur n'accepterait pas et le vendeur ou l'acheteur n'accepterait pas. Donc tout cela, on va le définir dans les transports par la suite. Donc cette diapo est particulièrement intéressante puisqu'elle identifie les différents incoterms. Alors, je vous parlais tout à l'heure du premier incoterm, c'est-à-dire celui pour lequel le vendeur n'a pratiquement aucune responsabilité puisque la seule responsabilité qu'il a, c'est de fabriquer le produit. C'est l'incoterm ex-work, c'est-à-dire sortie usine. Sortie usine, il sort son produit, et pour lui, c'est la même chose, qu'il le vende à l'international ou au niveau national, son produit est à la sortie de son usine, il ne s'occupe plus du reste. Ensuite, il y a l'incoterm FCA. FCA, c'est-à-dire que là, le vendeur se charge de mettre le produit dans le camion, puisque généralement c'est en camion, pour ce que l'on appelle le pré-acheminement. Pré-acheminement, c'est-à-dire que ce camion va aller jusqu'à l'endroit qui va débuter, qui va permettre de débuter le transport principal, que ce soit en bateau, que ce soit en avion, que ce soit en train même éventuellement. Donc ça, c'est l'incoterm FCA et c'est à la charge du vendeur. Ensuite, il y a pour je vais passer aux incoterms un peu plus bas, directement pour le transport maritime parce qu'il y a des spécificités. Pour ce transport maritime, juste après
l'incoterm FCA, Free Carrier, vous avez l'incoterm FAS, Free Along the Ship. Ça veut dire que là, le vendeur doit également s'occuper du déchargement des marchandises au port, c'est-à-dire sur le quai. On n'est pas encore dans le bateau, mais le vendeur doit payer le déchargement du camion qui s'est occupé du préacheminement jusque sur le quai, c'est-à-dire le long du bateau, mais pas dans le bateau. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'on va négocier en face. Dans l'incoterm face et même dans l'incoterm MCA, il faudra aussi inclure à la charge du vendeur les frais de dédouanement. Parce que lorsqu'on quitte un pays, on a quand même des frais de dédouanement qui sont par exemple un forfait tout simplement pour des documents administratifs. Mais tout cela, c'est à compter soit dans l'incoterm FAS, soit dans l'incoterm FAS. FCA, excusez-moi, soit dans FAS, FAS. Ensuite, après l'incoterm FAS, vous avez l'incoterm FOB. L'incoterm FOB, ça signifie Free on Board, ça veut dire que l'on a passé la marchandise du quai jusque sur le bateau. Vous avez vu, par exemple, à l'entrée du port de port de Nouméa, vous avez des grandes grues qui manipulent les conteneurs, qui posent un conteneur, qui prennent un conteneur du quai pour le poser sur le bateau. Et bien ça, c'est quand il est sur le bateau, le vendeur a payé cette transaction, ce transfert, et donc il a signé un contrat avec l'acheteur et il a noté l'incoterm FOB. Ensuite, on arrive au transport en bateau, transport principal en bateau. Et là, donc, on a l'incoterm CFR, Cost and Freight. Ça veut dire que le vendeur a payé le transport principal en bateau, mais il ne s'est pas occupé de l'assurance. Et l'incoterm juste après, qui est Cost Insurance Freight ou CIF, et là, vous avez l'assurance du transport principal, c'est-à-dire du transport en bateau, qui est payé par le vendeur. Si on revient maintenant au tableau précédent, on s'était arrêté à FCA, et là on passe au transport en général hors bateau, c'est-à-dire avion, train ou autre, et vous voyez, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes lettres, c'est-à-dire que là on n'a plus ni FAS ni FOB. Il faut savoir que FAS et FOB, ce n'est que pour le maritime. Là on passe directement de FCA à CPT, c'est-à-dire Carriage Paid To, c'est-à-dire là, le transport principal, par exemple en avion, mais sans assurance. Et si on arrive après en CIP, là, c'est Carriage and Insurance, c'est-à-dire que l'on a en plus payé l'assurance. Et ça, c'est toujours à la charge du vendeur. Depuis le début, on ne parle que de la charge du vendeur. Ensuite, on va passer à DAT. DAT, puis DAP, puis DDP. Et là, il faut savoir que DAT, DAP et DDP, ça va à la fois pour les autres moyens de transport et aussi pour le bateau. C'est-à-dire qu'on va passer de CIP à DAT en avion ou de CIF à DAT en bateau. C'est-à-dire que là, on décharge en fait la marchandise du moyen de transport principal. Donc, si c'est en bateau, on la décharge sur le quai. Si c'est en avion, on la décharge sur le tarmac, tout simplement. Et bien sûr, là, c'est le vendeur qui va payer ce déchargement avec une grue ou un camion, etc. Ensuite, on passe à l'incoterm DAP. DAP, ça signifie Delivered at Place, c'est-à-dire que là, on va ensuite, le vendeur va payer en plus le post-acheminement, qui généralement se fait en camion également, c'est-à-dire qu'il va aller soit du port à l'entrepôt en camion, soit de l'aéroport à l'entrepôt, soit de la gare à l'entrepôt. Et enfin, vous avez le dernier incoterm DDP, qui est donc toujours à la charge du vendeur. S'il a signé en DDP, ça veut dire qu'en plus du post-acheminement et de tout ce qu'il a payé jusque-là, il va payer le dédouanement. Le dédouanement, c'est-à-dire les taxes, ou droits de douane plutôt, je devrais dire, les droits de douane nécessaires à payer lorsque vous avez un produit qui arrive d'un pays étranger dans le pays de l'acheteur. Ça veut dire que là, quand tout sera payé, le prix noté dans le contrat est un prix DDP. Vous imaginez bien que le prix DDP sera beaucoup plus élevé que le prix ex-works. Si le vendeur stipule un prix ex-works, il n'y aura que le coût de revient plus sa marge, alors que si le vendeur indique un prix DDP, il y aura tous les coûts de transport, d'assurance, dédouanement en plus, mais l'acheteur n'aura rien à faire. Alors,
Cette diapo reprend en grande famille les incoterms précédents. C'est-à-dire que l'incoterme E, il n'y en a qu'un, vous l'avez vu, c'est ex-work. C'est-à-dire que là, le vendeur n'a pratiquement aucune obligation puisque tout ce qu'il doit faire, c'est fabriquer et après, c'est l'acheteur qui se charge du reste. Les incotermes F, si vous vous souvenez, il y en a un seul pour les modes de transport type avion et il y en a trois pour le maritime. On a FCA qui est commun aux deux et FAS et FOB qui sont juste pour le maritime. Là, ce sont des obligations qui vont prendre fin lors de la remise au transporteur principal, c'est-à-dire que ce soit le bateau ou l'avion ou même le train. Donc, le vendeur s'occupe de tout jusqu'à ce que l'on ait le transporteur principal qui prenne le relais et là, donc, l'acheteur qui paie le reste. Ensuite, on a les incoterms C, c'est-à-dire que là, le vendeur paie le transport principal, mais ne supporte pas les risques. Ce qui est étrange, vous allez me dire, lorsque par exemple, le vendeur paie quand même l'assurance. Et c'est la spécificité des incoterms C, c'est-à-dire que oui, le vendeur paie l'assurance dans le coterme CIP en avion ou CIF en bateau, mais ce n'est pas lui qui supporte les risques, c'est-à-dire que ce sera l'acheteur qui devra se faire indemniser. Le vendeur, lui, aura été payé. Quoi qu'il arrive, ce n'est plus son problème, entre guillemets, c'est à l'acheteur de se faire indemniser. Par exemple, vous avez eu le bateau qui s'est échoué à marée, le quai trader. Lorsque le quai trader s'est échoué, si un acheteur avait acheté donc en incoterm CIF, ça veut dire que le vendeur lui avait payé le transport principal et avait aussi souscrit l'assurance. Mais lorsque le bateau s'est échoué, le vendeur lui aura été payé de toute façon, quoi qu'il arrive, et l'acheteur doit se faire rembourser par le transporteur, par l'assureur, même si ce n'est pas lui qui a souscrit l'assurance. Donc c'est un peu la complication des incoterms C. Pour les autres, il n'y a pas de complication de ce type. Et enfin, incoterm D, incoterm de vente à l'arrivée, c'est-à-dire DAT au terminal, DAP à la place, c'est-à-dire généralement à l'entrepôt ou au magasin, et DDP lorsque tous les droits de douane auront été payés. Alors, vous avez ici la chaîne logistique qui reprend les explications que je vous ai données précédemment. Donc, vous avez le premier incoterm qui est dans pays exportateur pour le vendeur, c'est-à-dire ex-works. Il ne fait que cela, son produit est fabriqué, après il ne s'occupe plus de rien. S'il va plus loin, il s'occupe de la sécurisation, par exemple dans un conditionnement spécifique, les frais de dédouanement et le préacheminement, CFCA. Ensuite, s'il s'occupe de la manutention, c'est-à-dire déchargement du camion pour, par exemple, mettre dans le bateau si c'est au port, là, vous avez FAS et FOB. Puis, vous avez le transport principal. Si c'est en avion, c'est CPT. Si c'est en bateau, c'est CFR. L'assurance, si c'est en avion, c'est CIP. Si c'est en bateau, c'est CIF. Puis ensuite, pour tout le monde, à nouveau, manutention à l'arrivée, vous le déchargez du bateau ou du camion, c'est DAT. Vous le transportez jusque chez l'acheteur, c'est DAP. Et enfin, vous faites le dédouanement après le post-acheminement, c'est DDP. Donc vous avez ici le schéma des incoterms 2010 qui me paraît très clair et qui vous permet de voir en illustration tout ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire du passage de la responsabilité et de la prise en charge du vendeur à l'acheteur avec ex-works, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF si c'est en bateau, CPT, CIP si c'est en avion, et ensuite DAP, DAT. Alors, non, pardon, DAT, DAP et DDP. Ne vous occupez pas du premier DAP qui est un petit peu différent mais que l'on n'intégrera pas dans les exercices. Retenez DAT, DAP et DDP. Alors bien sûr, on ne choisit pas l'incoterme pour n'importe quelle raison. On choisit un incoterme. D'abord, pour le vendeur, eh bien, vous avez son intérêt, effectivement. Ça peut être la satisfaction du client, puisqu'on va par exemple s'occuper de tout, il n'aura rien à faire, mais ça peut être aussi des enjeux de compétitivité si on n'est pas capable d'avoir des prix intéressants pour le transport,
autant laisser l'acheteur s'en occuper. Pour l'acheteur, si c'est un petit acheteur en gros qui fait rarement de l'exportation, enfin de l'importation, eh bien il vaut mieux laisser le vendeur s'occuper de tout, même si effectivement c'est plus cher. Maintenant, s'il a la capacité de négocier et s'il sait faire, autant s'occuper là de tout et acheter en ex-work. Certains incoterms sont mieux adaptés effectivement en fonction de l'origine des pays ou de la destination des pays qui ne sont pas toujours facilement clairs au niveau des douanes, au niveau des transports, et dans ces cas-là, il vaut mieux laisser l'acheteur s'en occuper. Alors, en plus des incoterms, enfin, des contrats et de la livraison, le vendeur a un certain nombre d'obligations. C'est-à-dire qu'il va bien sûr fournir et des produits et d'abord présenter une facture pro forma, puis bien évidemment établir une facture. La facture doit être conforme à la facture pro forma. Mais il y a aussi des documents comme des licences d'exportation pour des produits spécifiques, par exemple. Il doit passer au contrôle de sécurité. Il doit également prévoir un conditionnement adéquat pour les produits. Il doit bien évidemment s'engager à livrer en date, lieu et délai convenus, parce que sinon il peut y avoir des pénalités. Il va supporter les risques selon l'incoterme fixé, ainsi que les frais, et il doit transférer les informations sur le suivi de la marchandise. Il y a maintenant une traçabilité, et cette traçabilité permet de savoir exactement, à n'importe quel moment, où se trouvent les marchandises, qu'elles soient sur le transport principal ou en pré-acheminement ou post-acheminement, et dans quelles conditions elles sont transportées. Il y a aussi bien sûr des documents de livraison que l'on va voir avec les transports. Ces documents sont spécifiques à chaque moyen de transport et obligatoires. L'acheteur aura lui aussi bien évidemment des obligations de paiement des produits bien évidemment ou des services, mais aussi obtenir les licences pour pouvoir commercialiser les produits, si par exemple c'est de l'alcool, fournir le contrat par exemple d'assurance suivant l'incoterme choisi, si c'est lui qui doit se charger notamment de l'assurance, par exemple s'il a signé un contrat en CFR, la prise de livraison et bien sûr la prise de risque s'il est responsable, même s'il a pris en CIF, c'est lui qui prend les risques et qui doit se faire indemniser en cas de problème. Il doit notifier au vendeur les informations pour la réception pour savoir exactement où les produits doivent être réceptionnés et il doit accepter la preuve de la livraison, c'est-à-dire les produits qui doivent être conformes au bon de livraison et à la facture pro forma ainsi qu'à la facture. Là, c'est une diapo qui parle d'elle-même, je ne vais pas la répéter. Ce qui est important à retenir, effectivement, c'est que, par exemple, si on conclut pour un acheteur en DAT ou en CIF, on dira que le DAT est plus avantageux pour l'acheteur parce que c'est le vendeur qui est responsable jusqu'au bout et qui est responsable dans ces cas-là en cas par exemple, de détérioration. Alors que si l'acheteur achète en CIF, et bien là, c'est lui qui sera indemnisé ou pas, et certainement pas à 100% s'il y a une détérioration. Mais bien évidemment, le vendeur voudra plutôt vendre en CIF et l'acheteur voudra plutôt acheter en DAT. Donc là, le contrat dépendra du poids, effectivement, de l'un ou de l'autre dans la négociation. Après, le DDP, c'est une grande sécurité pour l'acheteur. Si le vendeur est vraiment spécialiste des exportations, il sera certainement très bien appuyé par ses transitaires et obtiendra de bien meilleurs prix qu'un acheteur qui va importer pour la première fois. Donc il vaudra mieux dans ces cas-là pour l'acheteur acheter en DDP. Donc je vous ai mis les 4 incoterms qui sont les plus usités en commerce international. C'est ex-works, FOB, CIF et DDP. Donc le plus souvent dans les entreprises, vous trouverez ces incoterms et dans les exercices également. Comme on l'a évoqué également tout à l'heure, on a des incoterms qui sont assez simples, qui vont être avec à la fois en même temps le transfert de frais et le transfert de risque. Ce sont les incoterms ex-works, F et D, alors que la famille C, vous avez pu voir qu'il y avait une différence entre la responsabilité de la prise d'assurance et les risques encourus.
Ensuite, on a des incoterms avec droit de douane, c'est l'incoterme DDP, où là, le vendeur va prendre en charge les opérations de dédouanement. C'est bien pour l'acheteur, mais c'est pas toujours facile pour le vendeur lorsqu'il est en fait dans une destination assez lointaine qu'il ne connaît pas spécifiquement. Il vaut mieux qu'il prenne un transitaire parce que les droits de douane peuvent et sont systématiquement différents suivant les pays et c'est pas toujours facile de les connaître, de ne pas faire d'erreur. Donc dans ces cas-là, si le vendeur veut faire du DDP, il faut qu'il passe par un transitaire pour bien maîtriser les douanes à l'arrivée et ne pas se tromper dans le dédouanement. Parce que s'il y a une erreur dans le dédouanement, après c'est de la responsabilité de l'acheteur lorsqu'il vend son produit avec un mauvais dédouanement et il peut dans ces cas-là se plaindre auprès de son vendeur, en tout cas ne plus travailler avec lui. Dans cette diapo, ce qu'il est important de retenir, c'est que la référence aux incoterms n'est pas obligatoire. On peut faire un contrat de commerce international sans la mention aux incoterms, mais c'est quand même particulièrement dangereux puisque vous l'avez vu au début, il y a des systèmes juridiques très différents. Et là, dans ces cas-là, on ne sait pas ce qui peut se passer lorsqu'il y a un incident, puisqu'on ne sait pas quelle est la juridiction qui va trancher sur la responsabilité de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire du vendeur ou de l'acheteur. Donc il vaut mieux éviter, et bien évidemment c'est ce que font à 99% les entreprises, elles signent avec des incoterms. L'incoterm ne règle pas le problème de transfert de propriété. Ce transfert de propriété doit se faire effectivement en même temps que le transfert de risque pour la France, mais pas dans tous les pays. Et surtout, le transfert de propriété ne se fera qu'avec les documents officiels de transport et de livraison et documents spécifiques des produits.